OK, donc il est 11h05, donc on va commencer le webinaire. Moi, je m'appelle Daniel Kerwin, je suis le directeur de vente chez Prolon. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder toutes les nouveautés qui sont sorties avec la version 7.2.0 qui est sortie lundi dernier. Et ça va durer à peu près 45 minutes, grosso modo. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez vos questions par le chat, vu que j'ai mis le mute sur tout le monde pour éviter qu'il y ait trop de bruit en même temps. Donc, c'est ça. OK. Donc, un petit résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui. On a eu beaucoup de changements avec la relâche 7.2.0. Donc, les changements principaux affectent notre régulateur de chaudière, le thermostat, les régulateurs d'unité de toit, donc pour les rooftops. On a fait des changements dans le régulateur d'unité d'apport d'air frais, donc pour les make-up air. On a fait un petit changement dans le logiciel Focus qui va vous aider beaucoup pour vos projets. Et ensuite, on a laissé le plus gros pour la fin, donc le Flex.io. On a fait beaucoup de changements dans celui-là, donc je l'ai laissé pour la finale, celle-là. Donc, en premier, au niveau du régulateur de chaudière, la nouveauté principale, c'est que auparavant, le régulateur de chaudière servait principalement juste à permettre l'arrêt et le départ de chaudière, sauf qu'au niveau de la modulation, on n'avait pas beaucoup de séquences qui étaient reliées à ça. Maintenant, ce qu'on a rajouté, c'est qu'on peut avoir deux sorties modulantes pour deux chaudières distinctes. Et en plus, on a une troisième sortie qui nous permet de contrôler une chaudière de support. Donc, si jamais les deux chaudières modulantes sont activées et ne satisfaisent pas le point de consigne, eh bien là, on peut activer une troisième sortie qui va permettre à une chaudière de support de démarrer. Avec les deux chaudières modulantes, on a aussi deux sorties qui sont des sorties numériques, donc digitales, qui vont permettre, en fait, qui vont donner la permission à la chaudière. Et donc, sur la plateforme du M2000, on peut contrôler deux chaudières modulantes, chacun avec leur sortie de permission, et aussi ils ont une troisième étape de chaudière de support. Sur le C1000 boiler, c'est sensiblement pareil, sauf que vu qu'on a moins de sorties, on ne peut pas en contrôler autant. Et donc, avec le C1000 boiler, on est capable de contrôler une chaudière modulante avec sortie de permission et ça vient aussi avec une sortie de chaudière de support. De plus, avec cette séquence, les deux sorties modulantes, on a rajouté des séquences d'alternance. Donc, comme ça, c'est pas tout le temps la première chaudière qui est la première à partir. Là, maintenant, on peut les alterner. Donc, on peut les alterner après chaque demande. On peut les alterner après un temps fixe ou selon un temps d'opération égal. Donc, selon l'application que vous voulez, en fait, que vous avez dans vos projets,
on a développé notre chaudière pour être un peu plus versatile avec ce qu'on peut trouver sur le marché. Et juste pour vous montrer, on a une question ici de Rémi. On peut avoir une sonde extérieure pour faire du outdoor reset? Oui, on peut l'avoir. Ça, c'était déjà inclus dans le régulateur de chaudière. Donc, cette fonctionnalité est toujours là. Donc, juste pour vous montrer un peu, ici, c'est le diagramme de filage qu'on avait auparavant. Donc, ça reste pareil. Auparavant, on faisait juste donner la permission à jusqu'à 4 chaudières de fonctionner. Et ensuite, on permettait au contrôle interne de la chaudière de s'occuper de la modulation. Sauf que maintenant, avec la nouvelle séquence, on a rajouté un diagramme de filage. Donc, sur les sorties, on a les sorties 1 et 2 qui nous donnent la permission pour les chaudières 1 et 2. Ensuite, on a les sorties analogiques 2 et 3 que c'est eux autres qui vont donner le signal à chaque chaudière. Et ici, le contact numéro 4. Donc, ici, c'est le chaudière de support. Donc, si jamais ces deux-là qui vont marcher en complément. Donc, normalement, si on aurait cette situation, la première chaudière va s'activer et on va moduler jusqu'à son 100%. Lorsque cette première sortie est rendue à 100% et après un délai qu'on peut changer, si jamais on n'a pas atteint le point de consigne, ben là, c'est la deuxième chaudière qui va commencer à moduler pour atteindre le point de consigne. Et donc, voici pour le diagramme de filage. Sur le côté des entrées, ici, ça ne change pas par rapport à ce qu'on avait avant. Et sur le focus, si je me permets juste de l'ouvrir ici, je vais faire une connexion locale, puis je vais juste créer un nouveau projet. Donc, si jamais je m'en vais dans un régulateur de chaudière, admettons que je mets numéro 10. Donc, pour activer cette fonction-là, je peux juste aller dans Config, chaudière. Et ici, on va changer type de chaudière, on va le mettre chaudière modulante. Et ici, on peut changer la quantité de chaudière, donc 1 ou 2. Donc, admettons que j'en choisis 2. C'est parfait. Ici, c'est des paramètres standards. Et ici, on veut faire l'alternance des chaudières. Bon, ben ici, on peut changer les configurations. Donc, c'est-tu alternance après chaque demande, alternance selon un temps fixe ou à temps d'opération égal. Et si jamais on voudrait utiliser le contact pour le chaudière de support, eh bien, on a juste à cocher ici et à mettre le différentiel pour le troisième stage. OK, donc retournons au PowerPoint. OK. OK. Autre nouveauté, c'est concernant le thermostat. Donc, avec le produit qui est le T1100. On a rajouté une nouvelle séquence dans le thermostat. En fait, maintenant, on peut contrôler la température de soufflage. Ou, en fait, c'est entre guillemets, du discharge air control. Et donc, maintenant, on peut contrôler la température de gaine. Dans le thermostat, on rencontre déjà une entrée auxiliaire. Donc, on peut utiliser cette entrée auxiliaire pour connecter une sonde de gaine.
Et ensuite, on peut configurer soit la sortie digitale ou la sortie analogique pour contrôler la température de gain. Et ceci peut être en mode soit chauffage, soit en mode climatisation. On peut changer le point de consigne selon la demande de la zone. Donc, si la zone demande pour du chauffage, eh bien là, admettons que c'est en mode chauffage, bien là, on pourrait contrôler ça à une température de gaine plus haute. Ou si jamais la zone est relativement satisfaite, eh bien là, on n'a pas besoin que la température de gaine soit aussi haute. Juste là. Et en option, on peut maintenir une température minimale en cas de demande de refroidissement. Je vous dirais que ceci est extrêmement utile, surtout pour des serpentins de préchauffage comme on peut en trouver. Donc, juste pour vous montrer sur le focus, là, ça a l'air de quoi? Donc, OK. Donc, si je m'en vais dans zone et je vais amener un thermostat, puis je vais le mettre à l'adresse 101. D'accord. Donc, je vais juste le double-cliquer pour ouvrir la configuration. Donc, admettons qu'on aurait un serpentin de préchauffage et le serpentin, il y aurait un contrôleur SCR dessus. Donc, on va utiliser la sortie analogique. Donc, si je fais config, la sortie analogique, et ici dans la source, je vais aller choisir contrôle soufflage. OK, donc là, on voit que le menu change assez. Et donc ici, il faut choisir le mode. Est-ce que c'est en mode chauffage ou en mode refroidissement? Donc, c'est sûr que dans un cas pour un serpentin de préchauffage, on va utiliser chauffage. Donc ici, on peut choisir la consigne d'alimentation selon la demande de pièces. Donc, à une demande de 100% qui serait une demande de 100% de chauffage, voici le point de consigne qu'on essaie d'atteindre. À 0%, donc si jamais la zone elle est satisfaite, voici la consigne. Et si jamais la température, si jamais la demande de pièces est en mode refroidissement, eh bien là, on peut avoir un autre point de consigne juste là. Et juste pour le petit contrôle optionnel, comme je vous dis que si jamais il y a une demande de climatisation de la zone, eh bien, peut-être on peut juste le faire de même. Comme ça, on va contrôler la température de gaine selon s'il y a une demande de chauffage ou si c'est satisfait. Et en cas de demande de clim, et bien là, on va juste s'assurer de maintenir 13 degrés ou la valeur qu'on veut. Donc, c'est assez facile pour faire la configuration. Il faut juste s'assurer surtout d'avoir une sonde de gaine qui va être alimentée, en fait, qui va être connectée au thermostat dans l'entrée auxiliaire. OK. On va y aller pour le prochain. OK. Pour le régulateur de climatiseur ou le rooftop, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté sur le régulateur à lui-même une possibilité de raccorder un transmetteur d'humidité relative directement dans le régulateur. Auparavant, on avait toujours besoin du régulateur d'humidité trop long, donc le PL-C1000-HU. Donc, auparavant, c'était obligatoire d'avoir ce contrôleur-là pour avoir des contrôles soit d'humidification ou
de déshumidification. Maintenant, à des fins de déshumidification, on n'a plus besoin de ce régulateur-là de plus. On est capable de connecter un transmetteur d'humidité relative directement dans le régulateur du rooftop ou de climatiseur. Et cette option est seulement disponible pour la plateforme M2000. Donc, si jamais vous avez un régulateur qui est le C1000 ou qui est le M2000, en fait, si jamais c'est le C1000, on ne peut pas avoir cette fonctionnalité-là. Donc, il faut que ça soit dans le M2000. Ici, j'ai une question. Un instant. Donc, peut-on avoir un graphique pour que le client le voit? Rémi, est-ce que c'est à propos du T1100 ou est-ce que c'est pour quelque chose d'autre? Donc, je vais attendre votre réponse là-dessus. Je peux-tu te parler directement ou? Oui. Allez-y. Dans le fond, c'est ça, c'était pour le T1100. Moi, j'ai une application de même que j'ai 2 fois 25 zones que je me suis fait faire pour, dont un qui n'est pas encore fait, pour du terminalite que j'ai fait faire avec des modules normaux, qu'on a mis une sonde d'alimentation dessus. Je pourrais te faire ça par ça à la place, puis me faire un dessin, tu sais, que je vois le conduit avec le serpentin électrique, sa petite sonde, puis... OK. Pour l'instant, les graphiques du thermostat sont ce qu'on voit à l'écran maintenant. Donc, je vous dirais que pour l'instant, ce n'est pas disponible. Mais sauf que c'est certainement quelque chose qu'on pourrait peut-être regarder de notre côté. Donc, je vais en faire une mention à notre équipe parce que je sais qu'on a déjà des graphiques qui pourraient être réutilisés à ces fins-là. Donc, j'en prends note et puis on verra si si on est capable dans le futur. OK. Donc, pour le régulateur de climatiseur, donc si jamais je m'en vais, mettons ici avec un rooftop, mettons j'y vais avec le numéro 20, je vais double-cliquer. Donc, ici je veux permettre le régulateur à lire l'entrée pour le transmetteur d'humidité. Je vais faire config, le déshumidification ici, et ici on peut voir source de la demande de déshumidification. Donc, par défaut, on va tout le temps rechercher notre régulateur d'humidité, le C1000, sauf que maintenant, on peut le changer. Je vais juste mettre ici, donc ça dit entrée analogique 6. Donc ici, c'est si jamais on regarde les entrées du M2000 climatiseur, eh bien, on va être capable d'utiliser l'entrée 6 pour le transmetteur d'humidité. Et ici, en fait, c'est tous les mêmes menus qu'on avait avant. Jusque maintenant, on n'a plus besoin du module C1000 pour être capable de lire l'humidité. Donc, voilà pour celui-ci. OK. Le prochain, OK. Donc, le prochain changement, le prochain ajout, ça a été fait pour l'unité d'apport d'air. Et puis, en fait, le changement qu'on a fait, ou l'ajout qu'on a fait, c'est qu'auparavant, pour les sorties de climatisation, on utilisait une sortie analogique. Donc, c'était une sortie modulante, sauf que il avait été configuré pour faire fonctionner des stages. Donc, si jamais on voulait juste un stage de climatisation, eh bien, la sortie faisait soit 0 volts DC ou 10 volts DC.
Et si jamais on voulait 2 stages de climatisation, eh bien là, la sortie faisait 0 volts DC ou 5 volts DC pour le premier stage ou 10 volts DC pour le deuxième stage. Donc, même si c'était avec une sortie analogique, la séquence, elle, était conçue pour des stages de climatisation. Maintenant, on a rajouté la fonctionnalité que c'est vraiment une sortie modulante de 0 à 10 volts DC. Donc, c'est vraiment de la modulation de 0 à 100%. Donc, juste pour vous montrer ça, si je retourne dans mon focus et j'arrive avec une unité d'air frais. Donc, si je fais config unité, et ici, le changement, c'est le refroidissement mécanique qu'on voit ici. Donc, auparavant, on pouvait juste changer le nombre d'étapes ou le nombre de stages. Maintenant, on peut changer d'étape à analogique et maintenant, on peut jouer avec le voltage juste ici. Et si jamais on va en mode été, eh bien là, on peut contrôler la température d'alimentation selon soit la demande de pièces ou on peut la changer selon la température extérieure. Donc, on peut faire un reset soit selon la température extérieure ou selon la demande de pièces ici. Donc, ça, c'est la nouveauté avec l'unité d'apport d'air. OK. Ici, c'en est un nouveau qu'on s'est fait déjà demander à plusieurs reprises. Donc, on a rajouté un bouton découverte. Donc, avec ce bouton ici, on peut en effet se brancher dans un contrôleur Prolong et on peut découvrir le réseau au complet. Auparavant, il fallait toujours connaître les adresses des régulateurs maîtres et ensuite, on rajoutait ces régulateurs maîtres-là. Et ensuite, une fois qu'on les connaissait, là, on pouvait récupérer la liste. Donc, chaque régulateur maître était capable de retrouver ses zones à lui. Sauf que si jamais on avait une occasion où est-ce que la personne ne connaissait pas c'était quoi les adresses des régulateurs maîtres, eh bien là, il fallait qu'ils partent un peu à chasse pour trouver ces régulateurs-là et ensuite voir c'était quoi leurs adresses. Donc, maintenant, ce n'est plus comme ça. On est capable de découvrir tous les contrôleurs sur un réseau avec cette fonctionnalité-là. C'est sûr que c'est de préférence de se connecter sur un régulateur de réseau pour faire cette opération-là, parce qu'à partir de lui, ben là, on peut tout voir. Si jamais on se connecte ailleurs que sur lui, eh bien, dépendamment de où est-ce que vous vous connectez, on va en récupérer des contrôleurs, mais peut-être que ce ne sera pas absolument tous les régulateurs. Donc, si vous voulez mettre toutes les chances de vos côtés, faites cette opération lorsque vous êtes connecté au régulateur de réseau. Donc, juste pour vous montrer ça. Donc, ici, ce que je vais faire, moi, j'ai un petit setup sur mon bureau ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette opération-là, mais sur mon bureau. Donc, je vais juste faire fichier nouveau. Je vais aller en mode IP. D'accord. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est faire
option, synchroniser, la découverte. Donc, lorsque j'appuie sur découverte, donc elle dit cette opération tente de découvrir tous les régulateurs du projet, de lire leur configuration et de les afficher à l'écran. Les icônes déjà à l'écran seront réorganisées selon les résultats du processus de découverte. Donc, si vous ouvrez un projet et que vous avez déjà des icônes, ben juste sachez que peut-être ça va se réorganiser selon comment que le logiciel les trouve. Mais ce que la procédure va faire, c'est que ça va aussi récupérer les listes de chaque régulateur maître. Donc, il ne faut pas faire deux opérations, donc découverte et ensuite récupérer la liste. Pas besoin, ça va tout faire en même temps. Donc, si je fais OK. Donc là, on voit qu'il va scanner tous les adresses sur le réseau. Puis, ceux qui trouvent, il va les afficher à l'écran et il va les organiser. Oh! Ça marche mal. Tantôt, je l'ai fait. Moi, j'ai 8 régulateurs ici. Un instant, je vais juste essayer quelque chose ici. OK. Donc, on va juste recommencer. Option, synchroniser, découverte. Donc, on voit que ça peut prendre juste quelques instants. Et on a quasiment fini. OK. Donc là, il voit que le maître numéro 10, maître numéro 20, et voilà, la synchronisation de la base de données. Et voilà. Donc, ça dit opération terminée, régulateur synchronisé 8. Donc, excellent. Donc, si j'ai un climatiseur et une unité d'apport d'air frais, donc je pourrais juste double-cliquer ici. Et maintenant, j'ai tous les régulateurs qui sont en dessous de celui-ci. Et si jamais je m'en vais à l'autre, ben, ici, je vois les autres régulateurs. Donc, cette fois-ci. OK. Et donc, on connaît beaucoup de gens que des fois, ils vont arriver sur un projet où est-ce qu'il y avait peut-être déjà du Prolong d'installer. Et là, c'était un peu difficile, vu qu'ils ne connaissaient pas c'était quoi les adresses des régulateurs. Donc, soit il fallait qu'ils aillent regarder dans la documentation de projet pour avoir des idées, ou il fallait qu'ils partent à la recherche des régulateurs. Donc, maintenant, avec cette fonctionnalité-là, on peut juste se brancher dans le système et on peut découvrir qu'est-ce qui est déjà là. OK. Voici. D'accord. OK. Et la dernière partie, c'est le régulateur qui a eu le plus de changements. Donc, c'est le FlexIO. Premièrement, on a ajouté beaucoup de types
d'entrée. Auparavant, le FlexIO, on pouvait le configurer, on pouvait configurer les entrées à mesurer 5, en fait, on pouvait avoir 5 entrées distinctes. Soit c'était la température, soit c'était la pression. Ça pouvait être juste un contact sec. On pouvait mesurer de l'humidité relative ou des niveaux de gaz. Donc, on en avait 5. Maintenant, on en a rajouté quand même une bonne quantité. Donc, on a rajouté un nouveau type d'unité de mesure pour la pression. Donc, auparavant, on avait déjà les millimètres d'eau et ainsi de suite. Sauf que maintenant, on a les pascals. Au niveau des gaz, on avait déjà les ppm, donc les parts par million. Donc maintenant, on a les parts par billion. Un des nouveaux entrées, c'est juste un pourcentage. Donc, on pourrait brancher soit un transmetteur 0 à 5 volts ou 4 à 20 milliampères et tout ce qu'on voit, c'est un pourcentage. L'entrée, y est-tu à 0%, y est-tu à 50%, y est-tu à 100%, et ainsi de suite. On a rajouté juste comme entrée, juste du voltage. Donc, si on veut juste mesurer c'est quoi le voltage à l'entrée d'un appareil ou quelque chose de même, eh bien maintenant, on peut le mesurer. Donc, nous autres, notre entrée va tout le temps être soit un 0,5 volt DC ou un 4 à 20 milliampères. Donc, on aura besoin juste d'un transmetteur de voltage. Maintenant, on va être capable de lire du courant. Donc, encore une fois, juste avec un transmetteur de courant, on peut voir c'est quoi la quantité d'ampères en tout temps à l'alimentation d'un équipement. On peut mesurer la fréquence maintenant en Hertz. Donc, si jamais on a un équipement qu'on veut mesurer, c'est quoi la fréquence, donc peut-être c'est quoi les vitesses, et bien maintenant, on peut le mesurer ici. On peut maintenant mesurer la puissance, donc en kilowatts. Donc, si jamais on a un transmetteur qui nous permet de mesurer ceci, encore une fois, si c'est dans le 0 à 5 volts ou 4 à 20 milliampères, et bien maintenant, on peut le mesurer. On peut mesurer la vitesse maintenant, donc que ce soit des RPM, donc des révolutions par minute, des FPM, ça c'est en anglais, c'est du feet per minute, donc des pieds par minute, ou des mètres par seconde. Donc, selon l'unité de mesure qu'on veut, on a juste à le choisir dans le focus. Au niveau du débit, donc avant, on ne pouvait pas mesurer de débit, eh bien, maintenant, oui. Donc, on peut mesurer soit des CFM, on peut mesurer des GPM, donc ceci c'est utile pour des pompes, ou aussi des litres par seconde. Donc, encore une fois, ça dépend de l'équipement qu'on veut mesurer. Donc, ça dépend du transmetteur qu'on va utiliser. Une des nouveautés, c'est le niveau ici. Donc, ici, c'est utile pour des réservoirs que peut-être on veut contrôler le niveau. Donc, ici, c'est décrit en termes de distance. Donc, ça peut être en pouces. Donc, ici, on a inches. Des feet, donc en pieds. On peut mesurer ça en millimètres ou en mètres aussi. Donc, maintenant, on peut commencer à contrôler plus de choses avec toutes ces entrées-là. Et finalement, en fait, on a juste rajouté une configuration qu'il n'y aurait aucune unité. Et donc, si jamais on veut mesurer quelque chose qui n'est pas nécessairement établi dans cette liste-là, donc là, peut-être, on pourrait juste prendre l'entrée qui est sans unité
Et ensuite, lorsqu'on renomme l'entrée, eh bien là, peut-être juste dans le nom de l'entrée, on pourrait mettre c'est quoi l'unité de mesure là-dedans. Donc, juste pour vous montrer ça sur le focus. Donc, admettons, je m'en vais ici dans mon système 1, je vais ici dans le Flex.io. Donc, ici, je pourrais faire config entrée. Donc, on a température, contact, que je vais revenir à celui-ci tantôt. Donc, ici, on a la pression en pouces d'eau, en PSI ou en Pascal. Pour le niveau de gaz, donc ça peut être en ppm ou ppb, selon la sonde qu'on va utiliser. Ici, on peut regarder le taux d'humidité. Ici, le voltage. Donc, ici, on peut juste configurer, OK, c'est quoi la source? Donc, le transmetteur qui va être branché dans le régulateur, ben, c'est quoi le signal qu'on reçoit? Et ensuite, il faut être sûr de mettre la plage correspondante. Donc, admettons que c'est un transmetteur de voltage et que sa plage, c'est de 0 à 100 volts, admettons. Eh bien, ici, il faudrait que je m'assure que le minimum, c'est 5 et que le maximum, c'est 100 volts. Donc, comme ça, si jamais on lit 0 volts à l'entrée, on sait que c'est 0. Et si jamais on lit 5 volts, ben, on sait qu'on est en train de mesurer 100 volts, juste là. Donc, il faut juste s'assurer que la plage ici, qui est configurable, que c'est la même plage que le transmetteur qu'on va utiliser. Ici, on peut regarder le courant. Donc, ici, c'est très semblable. Donc, on peut juste mettre, OK, c'est quoi le signal d'entrée? Et encore une fois, c'est très important de mettre la plage correspondante. Donc, que ce soit en ampères ou en milliampères. Pour la fréquence. Donc, ici, même concept. On peut regarder les puissances ici. Ici, pour les débits. Donc, pieds cubes par minute, donc les CFM, les GPM et les litres par seconde. Pour la vélocité ici, ben, on a ici ça. Pour les niveaux, eh bien ici, on peut changer ça de pouces, pieds, mètres ou millimètres. Ici, en pourcentage, donc encore une fois, ici, il n'y a pas vraiment d'unité de mesure, là, c'est juste un pourcentage. Excusez-moi. Et finalement, sans unité, donc ici, on pourrait configurer l'entrée à mesurer quelque chose qui est déjà, qui n'est pas dans notre sélection déjà établie, mais je pourrais peut-être juste le renommer ici, mettons entrée 1 et je mets l'unité ici. Donc au moins, comme ça, quand je reviens ici, ben au moins j'aurai entrée 1 unité et puis là, je vais le voir comme ça. OK. D'accord. OK. OK. Quelques précisions sur quelques nouveautés. On a rajouté une plage d'entrée de courant. Auparavant, on acceptait juste le 4 à 20 mA. Maintenant, on a rajouté une plage qui est le 0 à 20 mA. On avait des clients qui avaient besoin de la petite partie entre le 0 et le 4 mA. Donc, on a rajouté ça. On a rajouté la possibilité de lier des sorties avec des entrées basées sur des contacts secs. Dans la version précédente, on ne pouvait juste lier des sorties avec d'autres sorties.
Et puis, des fois, ça causait juste c'était un peu plus difficile de configuration. Admettons qu'on voulait configurer une sortie qui contrôlait, soit c'était une pompe ou peut-être c'était pour du chauffage, sauf qu'on voulait empêcher cette sortie de fonctionner si jamais on n'avait pas de preuve de quelque chose d'autre dans le système. Donc, on était capable de le faire avant, mais il fallait utiliser une sortie de plus. Et puis, c'était un peu comme une sortie qui ne fonctionnait. Ben, en fait, c'est une sortie qui n'activait rien du tout. En fait, on appelait ça comme une genre de sortie virtuelle, si vous voulez. Donc, cette sortie-là ne servait pas à allumer quelque chose, mais c'était juste utiliser sa logique pour le lier à la première sortie. Donc maintenant, on a simplifié ça. Donc, admettons que je m'en vais ici dans mon focus et admettons qu'ici j'ai température et ici je vais mettre un contact qui va être ma preuve débit, mettons. Donc, ici, si jamais je voulais faire une petite configuration, je dis OK, je veux contrôler la sortie digitale 1 qui va contrôler la température ici. Donc, je vais mettre un chauffage et je disais OK, donc je veux maintenir mon point de consigne à 20 degrés. D'accord. Et puis ici, et c'est où est-ce qu'on peut aller chercher cette logique-là. Donc, je pourrais faire désactiver ou activer lorsque donc désactiver cette sortie lorsque, et puis ici, je peux aller voir preuve débit. Donc ici, c'est le contact sec que j'ai configuré avant. Dans la version précédente, même si l'entrée était configurée comme un contact sec, on ne l'aurait pas vu dans la liste ici. Donc, maintenant, je pourrais dire, OK, ben, désactiver cette sortie lorsque le contact y est ouvert. Donc, oui, en effet. OK. Pour les sorties analogiques, que le plus souvent, c'est configuré à être soit du 0 à 10 volts ou du 2 à 10 volts. Maintenant, on rajoute des plages personnalisables de voltage. Donc, si vous voulez du 6 à 9 volts, du 3 à 6, si vous voulez du 5 à 8 volts, c'est comme vous voulez. Donc, ça, il suffit juste de le mettre dans la configuration de la sortie analogique. Pour les entrées de température, maintenant, on peut utiliser d'autres types de signaux. Auparavant, on s'était limité juste à des lectures de thermistance. Sauf que maintenant, on peut accepter des signaux 0 à 5 volts, 1 à 5 volts, 4 à 20 milliampères ou même 0 à 20 milliampères. On avait des clients qui avaient des transmetteurs de pression, pas de pression, mais de température. Alors, c'est des appareils qui donnent du voltage et non une lecture de résistance. Donc, eux autres, ils avaient besoin de quelque chose qui était capable de lire un voltage et que ça donne une température. Donc, maintenant, on a cette option-là. Et là, justement, en bas, j'en ai fait mention un peu tantôt. Et bien maintenant, on a fait des ajouts de sorties virtuelles. Et ceci est vraiment utile pour de la logique de contrôle additionnelle. On a rajouté 2 sorties virtuelles pour le M2000 et 5 sorties virtuelles pour le C1000. Et si jamais vous vous demandez bien, pourquoi il y en a 2 pour le M2000 et 5 pour le C1000, là, c'est une question de mémoire sur le régulateur, donc on n'avait pas assez de place pour en mettre 5 sur le M2000, donc on en a 2.
Donc, juste pour vous montrer un peu ça a l'air de quoi. Donc, admettons que on avait un serpentin de chauffage qu'on voulait activer selon une demande de pièce. Donc, admettons, je mets ici, je vais mettre la température pièce 1. Ici, je vais mettre la température pièce 2. Admettons, donc, température. Et ici, comme vous voyez, ben, là, vu que c'est une température, ici, je peux choisir c'est quoi le type d'entrée. D'accord? Donc, dans cet exemple-là, disons que c'est un entrepôt avec des unit heaters, là, des unités chauffantes, et qu'on veut juste l'activer si jamais il commence à faire plutôt frais. Donc ici, je pourrais aller dans ici, donc je pourrais l'appeler chauffage entrepôt. OK. Donc, je vais laisser de même. Donc, là, mettons, OK, je vais regarder la température de pièce 1 et je vais la garder à 19 degrés. Parfait. Sauf que, admettons qu'on a un entrepôt et que là, on a une deuxième section de l'entrepôt, dans le fond, que ça fait toute partie du même entrepôt, sauf que on a deux sondes de température, puis on ne voudrait pas que celle-ci commence à chauffer si dans l'autre coin, s'il fait assez chaud dans l'autre coin. Donc, on voudrait juste empêcher le chauffage de s'activer si jamais l'autre sonde est relativement satisfaite. Donc, c'est ici où est-ce que les sorties virtuelles vont être utiles. Donc, parce que si jamais je regarde ici, logique additionnelle, ben, si jamais je veux désactiver cette sortie, eh bien là, moi, je ne vois pas la température de la pièce numéro 2 ici. Donc, je ne suis pas capable de le rajouter. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire config une sortie virtuelle. Je vais aller regarder la température de pièce numéro 2. Puis, je vais dire, mettons, pièce 2, elle demande chauffage. Bon, on va juste on va juste le laisser comme ça. Donc, ça, c'est la pièce 2 en demande de chauffage. Donc, lui, je vais dire que cette sortie-là, elle va juste s'activer si jamais il fait plus frais que 20 degrés dans cette pièce-là. OK. Sauf que cette sortie-là n'est pas rattachée à une sortie physique sur le régulateur. Donc, il ne va rien activer physiquement. Sauf que si je m'en vais ici dans le chauffage entrepôt, eh bien, ici, je peux dire désactiver cette sortie lorsque la pièce demande chauffage est à on. Désactiver cette sortie. En fait, on va faire comme ça. Donc, comme ça, si jamais la pièce 2 n'a pas besoin de chauffage, eh bien, la sortie pour l'équipement de chauffage ne va pas s'activer. Donc, c'est un peu de même qu'on est capable de configurer les sorties virtuelles pour avoir des logiques de contrôle supplémentaires à ce qu'on avait auparavant. Et puis, il n'y a rien qui nous empêche de mettre plusieurs de ces conditions en cascade. Donc, on pourrait créer multiples boucles de contrôle, mais qui ne vont pas nécessairement utiliser des sorties physiques. Donc, voilà pour ça. OK. Donc, la dernière slide ici pour le FlexIO.
Pour les points de consigne, auparavant, on avait juste des points de consigne fixes. Donc, maintenant, on peut avoir des points de consigne avec une échelle. Donc, c'est du reset control. Et puis, on peut faire cette échelle-là avec n'importe quelle autre entrée comme base de comparaison. Donc, on ne se limite pas juste à la température extérieure, mais on peut faire varier un point de consigne selon une température de pièce, selon des demandes mathématiques. On peut le faire selon un contact. Donc, si jamais le contact il est ouvert, on a un point de consigne. Et si jamais le contact est fermé, ben là, on aurait un deuxième point de consigne. Donc, si je vous montre ceci sur le focus, donc, si jamais je m'en vais sur une sortie analogique, donc ici, je pourrais dire, OK, je vais aller chercher une température locale, puis peut-être c'est, admettons que c'est une valve modulante d'eau chaude. Donc ici, je pourrais dire, OK, donc ici, c'est la valve de chauffage. Et puis, normalement, on verrait ici le mode fixe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est je vais faire une échelle. Et ici, ça dit, OK, ben c'est quoi la source d'échelle? Donc, c'est où est-ce que je vais aller chercher l'autre variable qui va changer mon point de consigne. Donc, ça peut être une entrée locale, donc une entrée physique sur le régulateur. Ça peut être un variable réseau. Donc, ici, il y a tous les variables réseau ici. Et même juste le niveau d'occupation. Donc, admettons que je vais aller chercher mon variable de réseau et je vais changer mon point de consigne selon la température extérieure. Donc, ici, je pourrais dire, bien, si jamais il fait moins 20 dehors, je veux que ma valve elle maintienne un point de consigne de 80 degrés. Et aussitôt qu'on arrive à plus 15 degrés, eh bien maintenant, le point de consigne pourrait être plutôt 50 degrés ou quelque chose de même. Et voilà. Et vu que c'est une valve modulante, eh bien, je ne le laisserai pas en mode différentiel. Je le mettrai en boucle PI pour avoir la modulation ici. Et juste pour vous montrer un peu les plages personnalisables pour les sorties analogiques, bien, ici, je pourrais aller ici dans la plage. Donc, ici, on peut choisir le 0 à 10, le 2 à 10 ou le 0,5 volts. Ou sur une plage configurable. Et là, vous mettez le minimum et le maximum. Donc, je pourrais mettre une plage personnalisable de 3 à 8,5 volts. Donc, la sortie à 0% va être à 3 volts et à 100%, la sortie va être à 8,5 volts. D'accord? OK. Une des grosses nouveautés avec le FlexIO, c'est l'ajout d'une fonction spéciale. C'est une séquence d'alternance avec étapes de support et fonctions d'exercice. Et c'est surtout très utile pour des pompes, comme peut-être dans une boucle d'eau mitigée, ou on a vu dans d'autres applications, dans les salles de serveurs où est-ce qu'on aurait 2 unités de climatisation et qu'on voudrait que ces 2 unités fonctionnent en alternance, mais aussi que si jamais il y en a un qui ne fonctionne pas assez bien, eh bien, il y a le deuxième qui va s'enclencher, un peu comme étape de support. Eh bien, maintenant, on est capable de faire ça avec le FlexIO. Donc, juste pour vous montrer ça a l'air de quoi. Donc, admettons qu'on aurait une boucle d'eau mitigée et on veut que les pompes fonctionnent en tout temps. Donc, moi, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais aller, mettons, ici, dans une sortie digitale. Bon, et c'est qu'est-ce qui va enclencher la sortie? Bien, ça va être selon l'occupation. Donc ici, je pourrais l'appeler pompe 1.
Puis je dis sortie on lorsque c'est occupé. OK, parfait. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais faire la configuration pour la deuxième sortie pour la deuxième pompe qui va être son support à lui. Donc, je vais aller chercher une autre sortie, mettons la sortie JKL 4, et lui, on va choisir directement le support. Donc, lui va être un support, puis on demande, OK, il va être un support à quelle sortie? Donc, on va aller choisir la pompe 1, ici. Donc si je pourrais l'appeler la pompe 2. OK, donc là, je fais sur appliquer, ça dit l'entrée dédiée à la preuve de la sortie n'a pas été assignée. Donc, il faut qu'on fasse la configuration de l'entrée pour les preuves. Et on s'attend à avoir des contacts secs. Donc, si l'entrée est déjà configurée comme température ou comme pression ou autre, ça ne va pas accepter ça comme preuve. Donc, on a besoin d'un contact sec. Donc, je peux aller dans Entrée. Mettons ici, lui va être contact, lui aussi. Donc, lui, je vais mettre preuve pompe 1, puis preuve pompe 2. Donc, je dirais, lorsque le contact est fermé, je veux qu'il monte on. D'accord. D'accord. Et puis, si jamais je m'en viens ici, dans la 4, eh bien, ici, je peux les choisir. Donc, ici, c'était la 3 et la 4. Donc, ici, on les voit. Donc, preuve la sortie source. Donc, la source, c'est la pompe 1. Donc, preuve P1. Puis, la preuve de cette sortie. Donc, cette sortie, c'est la pompe 2. Donc, voici preuve de cette sortie, c'est P2. Ici, on peut jouer avec l'alternance. Donc, si jamais c'est aucune alternance, eh bien, ça va tout le temps être la pompe 1 et qui va être la première. Et puis, si jamais celle-ci fait défaut, eh bien là, c'est la deuxième qui va embarquer. Ici, on a alterné après chaque demande. Donc, à chaque fois qu'on veut enclencher la pompe, eh bien, ça va changer de rôle à chaque fois. On peut, après un temps fixe, donc ici, c'est après le temps de minutes ou temps d'heures d'opération, eh bien là, on va alterner. Donc, admettons que je mettrais, après tous les 72 heures d'opération accumulée, eh bien, après ça, il va changer pour la deuxième pompe. Et on a la même affaire ici pour le temps d'opération égal. Donc, ici, à chaque fois qu'une sortie s'active, il y a un petit timer qui va commencer comme ça. On calcule la quantité de temps que la sortie a été activée. Et à chaque fois qu'on veut activer une des deux pompes, eh bien, on va tout le temps activer celle qui a été utilisée le moins longtemps. Donc, c'est ça. Ici, on a aussi une petite séquence d'exercice, si vous voulez. Donc, si jamais aucune des deux sorties n'ont jamais été activées depuis une semaine ou 2 semaines ou peut-être quelques jours, c'est sûr que ça c'est configurable. Eh bien, là, on peut activer les pompes justement pour éviter que les pompes ne soient plus utilisées pour trop longtemps. Donc, on leur donne un peu d'exercice. Et ici, on a une petite coche qui dit activer les deux sorties s'il n'y a aucune preuve de la sortie de support. Donc, ici, c'est juste en option, que si jamais on a la première pompe qui s'active et là, on n'a pas de preuve et qu'il y a la deuxième qui s'active et qu'on n'a pas de preuve non plus, eh bien là, on va s'assurer que les deux sorties sont allumées en même temps. Mais ça, c'est une coche qu'on peut désactiver si jamais on ne le veut pas. D'accord. OK, on a quasiment fini. Il me manque juste une chose de plus. Et
Et ici, on peut voir ici que l'état de support, que si jamais on a quelque chose de configuré comme ça, eh bien là, on verrait que, OK, ben là, le backup ou le support, il n'a pas marché non plus. Donc, on verrait quelque chose ici. OK. Et juste pour le dernier point, donc, en fait, c'est pour les entrées en mode contact sec. On a rajouté 2 modes, on appelle ça des modes spéciaux. Le premier s'appelle retenir et le deuxième s'appelle basculer. Donc, juste pour vous montrer, ça ressemble à quoi. Donc, mettons qu'ici, je m'en vais dans mes entrées et je fais un contact. OK. Donc, ici, c'est le mode par défaut que le contact va rester le contact va rester fermé tout aussi longtemps qu'il y a un court-circuit au commun au niveau de nos bords. Et donc, c'est très utile pour des preuves de marche de ventilateur, des preuves de marche de pompe, et ainsi de suite. Les nouveaux modes, on peut faire retenir. Donc, ici, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser un bouton poussoir. Donc, avec un bouton poussoir, le moment qu'on fait un court-circuit au commun momentané, donc si on fait juste appuyer sur le bouton une fois, eh bien là, le contact va rester fermé pour un délai de temps minimal. Et donc, admettons que je mets 60 minutes, eh bien, aussitôt que j'appuie sur le bouton poussoir, eh bien, le contact ici, sur mon FlexIO, il va être considéré comme un contact fermé pendant 60 minutes. Et après 60 minutes, donc après le délai, le contact va se rouvrir. Et même si on appuie sur le bouton à plusieurs reprises dans le laps de temps de 60 minutes, eh bien, le temps ne va pas se réinitialiser. Là. Donc, même si je l'appuie une cinquantaine de fois dans les premières 30 minutes, ben, le contact il va quand même rouvrir après les 60 minutes qu'on a mis là. Donc, ce n'est pas un temps qui s'accumule. Donc, c'est juste la première fois qu'on appuie sur le bouton, le contact va rester fermé pendant 60 minutes et après ça, il va se rouvrir. Donc, ceci pourrait être très utile pour des contrôles d'éclairage. Donc, on sait qu'il y a des boutiques qui ont des systèmes d'éclairage où est-ce qu'on voudrait, mettons, éclairer à l'intérieur selon un horaire, mais que si jamais il y a du monde qui viennent après les heures normales, eh bien, on voudrait leur donner un bouton qu'ils peuvent juste appuyer, comme ça, ça va leur donner un autre 2 heures d'éclairage ou quelque chose de même. Donc, ici, ce que je pourrais faire, je pourrais appeler lui éclairage on va dire inoccupé. Donc, je l'écris de même. Donc, ici, je pourrais faire, mettons, dans une sortie digitale, je pourrais faire selon une entrée locale. Et ici, ce que je vais faire, donc oui, éclairage inoccupé. Donc, je vais juste mettre éclairage. Et je dis la sortie on lorsque le contact est fermé. Excellent. Mais juste quelque chose que je vais rajouter de plus, c'est que je vais faire un contournement automatique. Donc, je dis, donc je vais mettre, donc si jamais le régulateur il est occupé, on va mettre la sortie à on. Donc, dans ce cas-ci, selon l'horaire qu'on y met, la sortie 5 va s'allumer. Et puis, lorsqu'il y a quelqu'un qui va venir appuyer sur le bouton poussoir, eh bien, la sortie va
va s'allumer pendant 2 heures. Donc ici, je pourrais juste aller ici dans les entrées, puis donc si je le veux pour 2 heures, je vais mettre 120 minutes ici. D'accord. Et enfin, le dernier, c'est en mode basculer. Donc, ici, c'est un concept semblable au retenir, sauf que ici, c'est, admettons, avec un bouton poussoir. Donc, le moment qu'on appuie sur le bouton et qu'on fait un court-circuit au commun, mais juste de manière momentanée, eh bien, une fois qu'on appuie sur le bouton, le contact, il va fermer. Et lorsqu'on appuie sur le bouton une deuxième fois, ben, le contact, il va s'ouvrir. Donc, avec un bouton poussoir, ça serait un peu, on appuie sur le bouton pour activer la sortie et on appuie sur le bouton une deuxième fois pour désactiver la sortie. Donc, ceci pourrait être utile pour des contrôles de niveau dans des réservoirs ou quelque chose de même si on aurait multiples switches de niveau. Et ici, on a un petit délai qu'on peut dire après, avec un délai de 10 minutes. Donc, admettons qu'on est avec notre bouton poussoir et que j'appuie sur le bouton, là, la sortie va s'activer. Et si jamais, en dedans d'un délai de 10 minutes, je n'ai pas appuyé sur le bouton une deuxième fois, eh bien là, le contact va automatiquement se rouvrir. Donc, c'est un peu comme un filet de sécurité, que si jamais il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton et puis qui oublie de arrêter le processus, eh bien là, on a un petit délai là qu'on pourrait mettre 1 minute, on pourrait mettre 10 minutes, 1 heure, comme on veut. Donc, voilà. Donc, c'est ça les différences entre le retenir et le basculer. Donc, voilà, je crois que ça... Donc, c'est ça. En effet. Donc, voilà pour notre présentation d'aujourd'hui. Donc, c'était vraiment juste pour vous montrer toutes les nouveautés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par courriel. Ou si jamais il y a des parties qui n'ont pas été trop claires ou que vous voulez quelques précisions, ça me ferait plaisir. Donc, j'aimerais vous remercier tous d'avoir venu au webinaire et bonne route avec les nouveautés. Et moi, je vais rester quelques minutes de plus si vous avez des questions à me poser sur le chat. Je vais rester ici quelques minutes de plus. Donc, merci à tous.